Alors, tout d'abord, je vous propose de commencer. Les personnes qui nous rejoindront prendront en route, mais là, on est quand même suffisamment nombreux pour pouvoir démarrer cette séance. Bonjour à tous, je suis donc Marie-Hélène Tasse, responsable du service accompagnement des personnes à la direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie. Je vous remercie de vous être connectés donc à ce webinaire qui est consacré à l'aide financière. Je remercie aussi le greffe qui nous accueille dans sa salle virtuelle et qui va vous permettre d'être connectés dans des conditions de bonne qualité. Enfin, je le souhaite, voilà. En tout cas, d'être assez nombreux à pouvoir suivre cette présentation de ce matin. Alors, c'est vrai que le webinaire est toujours un exercice un petit peu particulier puisque c'est assez descendant. Néanmoins, voilà, ça va nous permettre de vous présenter un certain nombre d'items qu'on souhaitait partager avec vous sur l'aide financière. Et puis, vous verrez dans la présentation, on fera quelques petites pauses et vous pourrez poser des questions. En tout cas, on vous invite à poser des questions via le chat et on y répondra à des moments particuliers. On fera des pauses pendant la présentation de ce diaporama. Pour rassurer tout le monde, vous aurez à la fois la communication du diaporama qui est présenté après la séance et vous aurez aussi la possibilité de réécouter ce webinaire en replay sur le site du greffe. Vous recevrez à cet effet un code particulier pour pouvoir le télécharger. Ce n'est pas un document qui sera mis au grand public sur le site du greffe. Voilà. Pour les questions d'organisation. Pour cette présentation, donc je suis avec plusieurs collègues de la direction. Tout d'abord, Joëlle Janez, qui est la chef du pôle aide financière. Sandrine Bigot, qui est gestionnaire dans le pôle aide financière. Audrey Jean-Philippe, qui est chargé, on va dire, des systèmes d'information dans le service fonctionnel de la direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie. Et puis, on a aussi l'appui de Audrey Jonot, qui est coordinatrice dans ce même service, voilà, et qui va nous appuyer sur des aspects techniques, logistiques ce matin. Voilà. Le plan de la matinée, on va vous présenter une première partie qui va regrouper un petit rappel des grands principes de l'aide financière avec quelques éléments chiffrés de réalisation. Après ça, on fera une petite pause sur des questions. Ensuite, on fera un focus sur quelques process de gestion de la rémunération, de l'aide financière, pardon. Excusez-moi du lapsus. On fera ensuite une petite pause pour un échange, répondre à des questions. Et ensuite, on va vous présenter donc, les outils de gestion qui permettent la gestion de l'aide financière. Et on finira par voilà, 2 diapos sur l'offre de services et les contacts régions. Voilà, je vous propose de démarrer et je laisse la parole à Joëlle pour les grands principes. Donc, bonjour, donc, je vais commencer par vous présenter les grands principes de l'aide financière. Alors, le but de l'aide financière, c'était d'attribuer à minima une aide socle à toutes les personnes qui pouvaient bénéficier de l'aide financière, donc éligibles à l'aide financière, donc des personnes non indemnisées au titre de l'allocation chômage. Et donc, le montant minimum, c'est 390 €. Le but étant de sécuriser le parcours du stagiaire. Donc, ces 90 € sont décomposés ainsi, 300 € au niveau de l'aide socle, une aide à la mobilité et une aide à la restauration. Donc, à cette aide socle, donc, on peut également modifier donc, le barème de rémunération en attribuant une aide majorée en fonction du quotient familial. Et ce quotient familial est basé sur l'avis d'imposition donc des personnes. Parce qu'en fait, cette aide est un outil de solidarité. Alors, l'avis d'imposition, c'est le dernier avis d'imposition connu avant l'entrée en formation. Donc, la date qui figure sur l'avis d'imposition doit être antérieure au démarrage de la formation. Donc, cet avis d'imposition, c'est N-1 ou N-2, ou alors l'ASDIR
émis avant l'entrée en formation. L'ASDIR étant la déclaration au niveau des impôts. Voilà, tout autre document n'est pas recevable. Voilà, donc les attestations ou autres ne sont pas recevables. Alors, il y a eu aussi une évolution de notre règlement d'intervention en 2020 qui permet de prendre en compte des changements de situation après l'émission du dernier avis d'imposition, ou alors des changements de situation pendant la formation. Ça peut être des séparations, des décès de conjoints, etc. Donc voilà, donc la demande va être instruite au regard de la nouvelle situation de la personne, donc sur présentation bien entendu de pièces justificatives. Une grosse évolution également, c'est pour les jeunes de moins de 26 ans en situation de rupture familiale. Donc on peut attribuer un barème majoré à condition bien sûr qu'il y ait une note d'un travailleur social qui soit insérée dans la demande. Voilà. Pour donc chaque barème, chaque bénéficiaire donc, de l'aide à l'aide financière, on attribue une aide à la restauration qui est de 80 €, ainsi qu'une aide à la mobilité qui est variable, donc de 10 à 100 €. Nous verrons le détail donc plus tard. Voilà. Les grands principes de l'aide financière, c'est aussi l'esprit de l'aide qui a évolué par rapport à la rémunération. Donc cette aide, c'est une aide au projet et c'est un changement conséquent car elle n'est plus attribuée en fonction d'un décompte de jours de présence. Donc l'aide financière n'est pas imposable et elle est cumulable avec le RSA pour les allocataires du RSA en Bretagne. Donc voilà, au niveau du RSA, le revenu de l'aide financière ne doit pas être déclaré. Voilà. Cette aide est également cumulable, enfin non, il y a choix d'option, avec l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique ou la rémunération de fin de formation de Pôle emploi, et uniquement pour les personnes qui bénéficient donc de ces aides en Bretagne. Voilà, attention au niveau de ce choix d'option, parce que l'ASS ou l'ARFF sont suspendus pendant toute la formation de date à date, alors que l'aide financière est attribuée selon un nombre d'échéances qui peut ne pas couvrir la totalité de la formation. Donc, il est important d'effectuer une simulation sur notre site de la région Bretagne. Voilà, donc l'aide financière a démarré à partir du 1er janvier 2019. Pour toutes les personnes qui bénéficient de l'aide financière, la région Bretagne continue à maintenir la couverture sociale pour les 4 risques qui sont la maladie, l'allocation familiale, la vieillesse et l'accident de travail. Voilà, donc plus en détail, donc, nous voyons le tableau de répartition de l'aide financière. Donc il y a 4 tranches qui varient de 300 à 750 €, donc 300 étant le socle. Il y a 450 €, 600 € et 750 € qui est le plafond. À chaque tranche est attribuée donc une aide à la mobilité qui varie donc de 10 à 100 €. 10 € est attribué automatiquement quelle que soit la distance, donc inférieure à 15 km. Pour les distances domicile, domicile à centre de formation, donc de 15 à 50 km, donc l'aide à la mobilité est de 50 €, et pour les distances supérieures à 50 km, c'est 100 €. Pour toutes les personnes qui bénéficient de l'aide financière, une aide à la restauration de 80 € est attribuée. En 2019, nous avons eu 9 672 demandes qui ont été reçues et traitées. Il y en a 9 431 qui ont soldé, donc qui sont terminées. 190 qui ont été rejetés ou non recevables. Donc, ça peut être par exemple des dossiers qui ont été déposés alors qu'il n'y a pas de financement de la région Bretagne. Et toujours en cours de réalisation, il y en a 51. En 2020, nous sommes au 22 novembre à 8 571 demandes qui ont été transmises à ce jour. Et nous avons en attente de traitement 631 dossiers. Donc ces courbes montrent l'évolution des dossiers d'aide financière reçus par mois. Donc on peut remarquer que la courbe de 2019 et 2020 est à peu près identique, alors qu'il semble y avoir beaucoup moins d'entrées en formation en 2020.
Pour comparaison, en 2019, il y avait 39% des entrées qui bénéficiaient d'une aide financière. En 2020, nous sommes à 47% à ce jour. Donc, la plus grosse période, bien sûr, de réception des dossiers, ça commence à partir de septembre jusqu'à la fin décembre. Voilà, donc ce que présentait Sandrine, ça voilà, nous indique pour l'instant voilà, qu'il y a effectivement une évolution dans les ressources et la structure des personnes qui rentrent en formation. On en fera des analyses un peu plus poussées par la suite quand l'année sera terminée. Autre élément de réalisation aussi sur voilà, à la rentrée 2020, on voit que la majorité des dossiers d'aide financière reçus concernent la gamme prépa pour 59% et une quarantaine de pourcents pour la gamme qualif. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. Sur la gamme qualif, c'est vraiment le qualif emploi programme voilà, à gauche, le rond de gauche qui est très majoritaire. Voilà, donc ça correspond à la structure des dispositifs. Et sur la droite, dans la gamme prépa, c'est vraiment les prépas projets qui sont voilà, la petite part bleue du rond. Voilà. Et ensuite, on est sur les prépas avenir jeunes en orange. Voilà. Donc ça correspond vraiment à la structure des dispositifs. Ensuite, si on regarde pour les deux principales gammes, prépa et qualif, les répartitions d'aide financière par tranche, on voit que la majorité est quand même sur les tranches supérieures de l'aide financière, puisqu'on voit que dans les deux dispositifs, on est à plus de 50% sur la tranche 3. Et si on ajoute la tranche 2 qui est à 600 €, effectivement, on a plus de 60% des stagiaires qui voilà, qui bénéficient de ces montants. Voilà, on a sur les dispositifs une petite part autour d'une vingtaine de pourcents sur l'aide socle qui correspond donc à des personnes qui n'ont soit pas fourni d'avis d'imposition, soit qui sont sur des tranches très supérieures. Mais la majorité, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas donné d'avis d'imposition. Sur les réalisations aussi, on a essayé de regarder finalement quel était le moyen, à peu près le montant moyen que percevaient les stagiaires. Donc là, il y a une petite différence entre prépa et qualif. Le montant moyen de l'échéance sur qualif est à 816 €. La médiane se situe aux alentours de 835 € et le nombre moyen de versements effectués est de 4,6. On est sur des formations un petit peu plus longues. En prépa, le montant moyen est à 766. Le médian est un peu plus élevé à 840 et le nombre moyen de versements est à 3,3. Ce qui fait effectivement, ce qui peut faire baisser cette moyenne, c'est notamment les dispositifs comme prépa projet qui sont sur un système avec 2 versements. Donc voilà, ça rabaisse un peu la moyenne, mais globalement, les parcours sont un peu plus courts en prépa. Concernant donc les éléments de réalisation, donc il faut savoir qu'à compter de 2019, la région a fait le choix d'ouvrir donc des dispositifs de formation à des jeunes de moins de 26 ans non inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Et ces jeunes donc, peuvent de même bénéficier de l'aide financière. Donc c'est une nouvelle population. On a voulu donc faire un petit focus sur cette population. Et cette année, donc on constate que les jeunes de moins de 26 ans non inscrits en tant que demandeurs d'emploi et bénéficiant de l'aide financière représentent plus de 20% donc de notre population qui bénéficie de l'aide financière. Donc voilà, donc c'est quand même assez important, c'est une constante évolution, puisqu'en 2019, cette population ne représentait que 16% des bénéficiaires de l'aide financière. Donc à l'intérieur de cette population donc, de 20% donc, de jeunes de moins de 26 ans qui bénéficient de notre aide,
on peut regarder donc plus en détail. Ils représentent donc en grande partie une population de jeunes qui est sur notre gamme de formation prépa. Donc, puisque à l'intérieur de ces 20%, donc c'est plus de 90%, donc ils sont sur cette gamme de formation. Et à l'intérieur, en zoomant un petit peu plus, donc on s'aperçoit qu'ils sont plus de 70% sur la formation prépa avenir jeune et 22% dans la formation prépa projet. Donc voilà, donc c'est quand même une population qui est en constante évolution. Nous avons quelques questions sur le chat. Oui, est-ce que Sandrine, on va finir, on a une petite diapo encore à finir, après on fera une petite pause avec les questions. Voilà, juste pour terminer. Voilà, donc on va continuer sur nos délais de réalisation. Donc c'était quand même un objectif fort annoncé par la région Bretagne quand nous sommes passés donc, sur l'aide financière par rapport à nos délais de réalisation lorsque nous traitions de la rémunération de stage. Donc là, vous pouvez le constater. Donc nos délais d'instruction sont quand même tout à fait raisonnables. C'est-à-dire que pour à peu près pour des dossiers transmis, il y a au moins 50% des dossiers qui sont traités dans un délai de 2 semaines. Donc, ce qui est quand même intéressant donc, pour les stagiaires puisqu'on met moins de temps à verser donc, le premier versement de l'aide financière. Alors, quand je parle des délais, c'est des délais d'instruction. La mise en paiement, c'est ensuite sur le prochain paiement qui est mis en place. Et donc, un délai de 3 semaines est assuré à peu près pour au moins 70% des dossiers transmis. Voilà. Pour les délais plus longs, ils s'expliquent de la façon suivante. Ce sont souvent parce qu'il y a des dossiers qui sont en attente de pièces, donc parce que ce sont des dossiers incomplets, mais aussi pour une majorité, ce sont des dossiers qui ont été transmis à la région Bretagne en attente d'un relais au titre de l'aide financière. Donc, dans un premier temps, donc, ces personnes bénéficient de Pôle emploi. Ils ont déposé une demande parce qu'ils savent qu'ils vont devoir bénéficier de l'aide financière pour pouvoir terminer leur formation. Ok, donc suite à cette première partie, il y a effectivement quelques questions. Donc je vais la reprendre pour si les collègues veulent répondre. Il y a la question des justificatifs à fournir pour comment on fait le calcul du nombre de kilomètres pour l'aide financière. Alors, je peux répondre si vous le souhaitez. Oui. Donc, c'est la distance. Donc, aller, domicile, centre de formation. Alors, nous, dans le cadre de notre instruction, nous allons donc voir sur des sites classiques qui sont via Michelin. Donc, nous tapons la distance domicile, réelle du domicile du stagiaire et jusqu'à la distance centre de formation. Et voilà, et la distance, donc on la voit sur Michelin. On peut aussi la vérifier également via le logiciel MAPI. En fait, il n'y a pas de justificatif, d'autres documents justificatifs à fournir. Ainsi, pour les documents justificatifs, donc il nous faut une quittance de moins de 3 mois, enfin un document de moins de 3 mois, quittance de loyer, facture, voilà, sur laquelle on peut voir l'adresse du stagiaire. Et si la facture ou la quittance n'est pas au nom du stagiaire, il nous faut en plus une attestation d'hébergement. Avec la pièce d'identité de la personne qui héberge. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a une question qui porte sur la thématique des arrêts accidents de travail. Peut-être qu'on pourra les traiter avec les focus, la deuxième partie avec les focus où on aborde certains points. Donc, je vous propose de décaler cette question, cette thématique un peu plus tard. Les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé peuvent-ils prétendre à l'aide financière et est-ce cumulable? Alors, les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé, effectivement, ils peuvent prétendre à l'aide financière. Alors, quant au cumul ou alors je pense qu'il est préférable d'aller voir la personne, l'instance qui verse l'AH, qui est donc la CAF, pour savoir s'il y a cumul total ou partiel possible. Alors, il y a une question aussi, depuis combien de temps le stagiaire doit-il résider en Bretagne pour pouvoir bénéficier de l'aide financière? Aucun critère de résidence en Bretagne pour bénéficier de l'aide financière. Les personnes qui
entre sur un dispositif de la région Bretagne, donc qui bénéficie donc des frais de formation par la région Bretagne, peuvent bénéficier de l'allocation chômage, même si initialement ils ne résidaient pas en Bretagne. En fait, le critère de résidence, il va plutôt, il peut, s'il existe, être posé au niveau de l'entrée sur le dispositif. Par exemple, il existe sur le dispositif qualif emploi individuel où il y a un critère de résidence. Par contre, sur le collectif, il n'y a pas du tout ce critère de résidence. Par contre, on considère qu'une fois que la personne est rentrée sur un dispositif de la région, finalement, tous les stagiaires ont les mêmes droits par rapport à cette situation-là de pouvoir bénéficier des possibilités offertes par la région. Alors, il y a d'autres questions sur l'indemnité kilométrique. Voilà, oui, je vois des questions sur l'indemnité kilométrique. Alors en fait, le forfait mobilité, puisque c'est pas c'est un forfait mobilité maintenant. Donc il est attribué, donc il fait partie du barème qui sera attribué dans le cadre de l'aide financière. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a donc une tranche, l'aide à la mobilité et la restauration. Alors l'aide pour calculer donc cette aide à la mobilité, donc on prend en compte l'adresse de la personne à l'entrée de formation. Donc sur présentation, comme je vous disais tout à l'heure, de justificatif, une facture de moins de 3 mois. Alors effectivement, j'ai cru voir tout à l'heure passer la question, et si la personne a déménagé avant son entrée en formation, eh bien il donne son adresse qui était peut-être juste avant son déménagement, puisqu'il a un justificatif de moins de 3 mois, et on pourra partir de ce document-là pour attribuer donc le forfait mobilité. Est-ce que ça a répondu à votre question? Alors, je vois une question, peut-être que Sandrine, tu peux répondre. Dans quel cas l'aide à la restauration n'est pas versée? Dans quel cas l'aide à la restauration n'est pas versée? Elle est versée, elle est incluse dans l'aide financière, donc toutes les personnes peuvent bénéficier de l'aide à la restauration. Voilà, à partir du moment où on attribue l'aide financière, il y a 80 € donc, de restauration qui est versée chaque mois en plus de la tranche. Je vous montrerai tout à l'heure au vu du tableau quand on fera le focus sur l'aide financière. Il y a une question sur le relais. Alors peut-être qu'on verra aussi après ça dans la deuxième partie que je vous propose d'aborder sur des focus. Alors de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, on voit vos questions, on y répondra un peu plus tard si on les au fur et à mesure du diaporama. On va vous proposer les focus suivants sur différentes thématiques de la manière dont on traite les demandes et ensuite on répondra aussi à vos questions. Alors le premier, c'est sur les modalités de traitement. Voilà. Alors, les modalités de traitement de la demande. Donc, les dossiers sont instruits au fur et à mesure de leur transmission. Donc, un stagiaire valide sa demande. Elle est donc reçue tout de suite au niveau de notre extranet. Et donc, au fur et à mesure des arrivées, nous prenons donc les dossiers. Voilà. Donc, depuis fin 2019, pour tous les dispositifs qui sont saisis d'un parcours, des demandes préenregistrées sont initiées directement de parcours via portail des aides. Donc, ces demandes doivent être complétées par les stagiaires. Donc, le stagiaire reçoit donc un mail qui lui indique qu'une demande préenregistrée a été initiée à son attention et il doit la compléter. Donc, le but de cette nouveauté était donc déjà de faciliter la démarche du stagiaire, d'une part, puisque la demande est déjà quasiment complète, et d'autre part, de sécuriser la donnée. Effectivement, donc, dans cette demande préenregistrée, les informations saisies par les organismes de formation concernant la formation sont déjà reprises, l'identité du stagiaire également. Donc, le stagiaire n'a plus qu'à compléter la demande en indiquant la distance domicile allée centre de formation, ainsi que les éléments qui concernent son avis d'imposition. Alors,
attention, à partir du 1er janvier donc de l'année prochaine, 2021, toutes les demandes qui devraient être complétées via cette demande préenregistrée et donc ce ne sera plus que celles-ci qui devront être acceptées dans le cadre de l'instruction. Voilà. Les autres demandes qui seront complètement créées par le stagiaire seront rejetées. Parce qu'aujourd'hui, donc, on s'aperçoit que donc, les demandes préenregistrées ne sont que très partiellement complétées par les stagiaires. Il n'y a que la moitié des demandes préenregistrées qui arrivent à la région Bretagne. Par contre, on ne change pas pour tout ce qui est dispositif hors parcours, donc qualif emploi individuel et accompagnement à la qualification. Là, il n'y a pas de demande préenregistrée de créer et les demandes doivent être saisies complètement, complètement, entièrement. Voilà. Donc, voilà, on y reviendra tout à l'heure sur cette histoire de demande préenregistrée dans la partie des outils techniques. Audrey vous présentera le système, comment il fonctionne. Et voilà, donc c'est vrai que c'était en tout cas quelque chose un plus d'avoir une demande préenregistrée pour éviter de la ressaisie pour tout le monde. Et on souhaite que ce système soit déployé de manière beaucoup plus large parce qu'on pense qu'il est plus simple au final pour tout le monde. Oui, complètement, parce que un numéro d'action, le stagiaire ne le connaît pas. Enfin, voilà, ce sont des choses qui sont prises systématiquement par la demande préenregistrée, comme l'intitulé de la formation, le numéro d'action, les heures. Ce sont des éléments que le stagiaire ne maîtrise pas. Voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de dossiers qui étaient assez imaginatifs, puisqu'il y avait des actions de formation qui étaient complètement inventées. Et là, moi, ça fiabilisera la donnée et c'est beaucoup plus simple pour le stagiaire. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc si un dossier est incomplet, un mail est adressé directement au stagiaire. C'est le stagiaire qui a complété sa demande, donc c'est lui qui va recevoir l'information pour lui indiquer que son dossier est incomplet et comment il doit le compléter. Voilà. Par contre, si l'avis d'imposition n'est pas transmis ou s'il n'est pas conforme, donc ce n'est pas une pièce bloquante puisque l'aide socle est attribuée donc quand même au stagiaire. Voilà. Nous pouvons réviser donc les barèmes pendant la durée de la formation, c'est-à-dire que donc on attribue donc l'aide socle pour permettre à une personne de continuer sa formation dans des conditions quand même assez acceptables. S'il veut bénéficier du barème majoré pendant toute l'action de la formation, il peut transmettre son avis d'imposition qui était, je le répète, connu avant l'entrée en formation. Donc, la date qui est inscrite sur l'avis d'imposition doit être donc éditée donc avant l'entrée en formation. Voilà, donc les stagiaires, donc une fois que l'instruction est faite, les stagiaires reçoivent directement par mail une notification de prise en charge sur laquelle il est indiqué donc que la région donc, a attribué donc, une aide financière à la personne, le montant du barème, ainsi que le nombre d'échéances qui sera versé pendant la formation. Alors, l'aide financière n'est pas forcément une aide mensuelle, c'est une aide au projet. Donc, le nombre d'échéances est calculé ainsi. Donc, on prend les heures prévisionnelles en centre, en entreprise et à distance, s'il y en a, et on divise le tout par 151,67 h, donc ce qui correspond à un équivalent temps plein. Par exemple, si vous avez un stagiaire qui effectue 300 heures sur 2 mois, donc qui correspond à du temps plein, il y aura 2 échéances. Un autre stagiaire qui fait ses heures, 300 heures sur 4 mois, il n'aura toujours que 2 échéances. Donc, il est important sur l'outil de simulation que les stagiaires vérifient bien le montant, mais aussi le nombre d'échéances. Donc, il y a le cas particulier pour les prépas projets, les prépas clés, parcours 1, accompagnement renforcé et l'accompagnement à la qualification, où là, il y a 2 échéances maximum. Les modalités du versement de l'aide financière. Donc, le premier versement donc, se fait à terme échu et une échéance est versée complètement quel que soit le jour d'entrée en formation. Donc, je m'explique, si une personne rentre le 1er, le 15 ou même le 29 d'un mois donné, l'échéance, par exemple, sur le mois d'octobre, si je rentre le 1er, le 15 ou le 29
octobre, au mois de novembre, je recevrai une échéance complète pour le mois d'octobre. Alors, effectivement, donc, ça paraît important. Il faut savoir que donc, ça permet aussi de sécuriser le parcours. Même si je vais commencer le 29, eh bien, je recevrai une échéance complète. Ensuite, les versements suivants se feront donc, sur les mois suivants, donc à partir du premier mandatement de chaque mois suivant. Voilà. Attention, donc ça veut dire que à la fin de la formation, le stagiaire pourra ne pas percevoir de dernier versement alors qu'il sera encore en formation. Donc voilà, faire bien attention au nombre d'échéances pendant toute la durée de la formation. Pour les nouveaux dossiers donc, qui sont traités au fur et à mesure, il faut savoir que nous avons quand même 3 possibilités de mandatement par mois. Donc, pour des versements prévus donc, sur les comptes bancaires à partir du 8, du 15 ou du 27 sur les comptes. Donc, c'est pour ça que dorénavant, nous n'envoyons plus de calendrier correspondant au versement sur les comptes puisqu'on essaie de chaque mois de verser à peu près sur les mêmes dates. Donc, j'invite les stagiaires à lire le préambule qu'ils pourront trouver sur leur extranet où tout est expliqué. Voilà. Donc, l'aide est versée donc, chaque mois, donc mensuellement, dans la limite du nombre d'échéances. Et ça, c'est très important puisqu'on l'a constaté. Des stagiaires, donc, effectivement, recevaient donc 2 échéances assez rapidement puisqu'elles couvraient donc, le premier mois qui est partiellement donc, réalisé puisque la personne peut commencer n'importe quand dans un mois donné, puis la deuxième échéance. Et de fait, ils étaient étonnés à la fin de formation de ne plus rien percevoir. Voilà. Des cas particuliers, donc, donc ce sont des formations qui ne bénéficient que de 2 versements. Et c'est donc prépa projet, prépa clé, le parcours 1, accompagnement renforcé et l'accompagnement à la qualification. Donc, les modalités de versement donc, sont les suivantes. Donc, le premier versement est initié tout de suite dès que le dossier est instruit. Quant au le deuxième versement, donc les modalités sont décrites dans notre règlement d'intervention que je vous invite à lire. Il est téléchargeable sur notre site de la région Bretagne. On vous donnera donc tous les détails tout à l'heure. Voilà. Le rôle de l'organisme de formation. Donc, effectivement, donc, vous avez pu le constater, donc, depuis la mise en place de l'aide financière, c'est le stagiaire qui donc, initie sa demande, qui l'envoie et s'établit que l'on indique que le dossier est complet ou incomplet. Par contre, l'organisme de formation garde un rôle qui est quand même important. Donc, il valide déjà son compte sur Portail des aides et cette validation de compte lui permet d'avoir une vue sur tous les dossiers qui ont été déposés par les stagiaires au titre de l'aide financière. Donc ça, c'est important parce que sinon, effectivement, vous pourriez me dire, mais on ne sait pas qui a déposé une demande de titre de l'aide financière. Voilà. Le fait de valider votre compte, vous avez un accès sur vos stagiaires, une visibilité sur vos stagiaires. Également, important, vous pouvez, donc, en tant qu'organisme de formation, demander la suspension d'un versement d'une échéance de l'aide financière. Alors, en cas d'absentéisme récurrent, donc voilà, ou d'absence injustifiée, donc vous envoyez un mail donc à la région Bretagne pour demander donc pour préciser votre souhait de suspension du versement de l'aide financière. Et parallèlement aussi, c'est bien aussi d'informer le stagiaire de votre souhait, donc de suspendre le versement de l'aide financière et d'indiquer pourquoi. Et aussi, vous pouvez aussi demander, et c'est fortement conseillé, l'arrêt du versement donc, de l'aide financière en cas de sortie anticipée. Donc, merci aussi d'adresser donc, un mail donc, au pôle pour nous indiquer donc, d'arrêter puisque le stagiaire est sorti de formation. Ceci nous évitera donc de procéder à des demandes de remboursement, hein, parce que vous savez que l'aide financière est déclenchée sinon systématiquement chaque début de mois. Voilà, donc quant au versement donc, de la seconde échéance de l'accompagnement à la qualification ou le non-versement, il ne se fait que sur demande explicite du centre de formation qui doit nous adresser un mail.
Donc, sur le site de la région Bretagne, il y a différents documents qui sont accessibles, notamment un outil de simulation, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le stagiaire pourra, à l'entrée en formation, s'il a les informations sur les heures, connaître le montant de l'aide. Il faut mettre un bémol toujours sur l'avis d'imposition. Il faut bien qu'il soit établi avant l'entrée en formation. La date d'établissement est indiquée sur la première page. Donc ça, c'est important de vérifier avec les stagiaires. Donc vous avez l'adresse pour accéder au simulateur. Et sur le site de la région Bretagne, vous avez dans la fiche aide financière, vous avez le règlement, vous avez le détail de l'aide financière et qui peut y accéder. Et pour déposer une demande, donc malgré que le stagiaire reçoit un mail pour accéder à sa demande, mais il peut aller ensuite sur aide.bretagne.bzh pour suivre son dossier. Donc, sur son espace personnel, le stagiaire peut déposer une demande, bien sûr. Il est informé lorsque son dossier est pris en charge. Et s'il y a une demande de pièces complémentaires, il pourra le joindre sur son espace personnel. Une fois que le dossier est traité, il a accès à un échéancier prévisionnel des paiements. Donc, il peut aller au niveau de ses pièces justificatives et il verra l'échéancier. Il peut également voir si le versement de son aide est traité. Et ça, c'est important parce qu'ils peuvent télécharger les avis de paiement. Donc, il y a un petit, sur leur espace personnel, il y a un petit logo euro. Et en allant sur ce logo, il peut accéder à ses avis de paiement. Et il y a un outil aussi d'échange qui permet d'échanger avec les gestionnaires de l'aide financière. Alors, voilà pour cette partie focus technique. Ce que je vous propose, alors on peut le faire à tour c'est de revenir sur des questions qui ont été posées tout à l'heure. Si je les reprends, il y avait des questions sur le relais entre comment ça se passe entre la date de fin de l'ARE et le relais de l'aide financière. Peut-on, quand on ne connaît pas la date, en fait, peut-on mettre une date prévisionnelle? Peut-elle être changée ensuite? Je ne sais pas qui veut répondre de la région. Alors, concernant le relais, je peux répondre. Donc, effectivement, les dossiers souvent sont déposés alors que la date du relais n'est pas connue réellement. Donc, en fait, effectivement, on peut changer la date du relais puisque pour pouvoir finaliser l'instruction d'un dossier au type du relais, nous demandons que les stagiaires nous adressent, une fois ils ont épuisé leurs droits, ce qu'on appelle l'attestation des 12 derniers versements de Pôle emploi. Donc, cette attestation est téléchargeable sur le site Pôle emploi des stagiaires. Donc, ils vont dans Mes attestations et ils téléchargent, donc ça s'appelle comme ça, attestation des 12 derniers versements. On doit pouvoir voir la phrase ainsi intitulée « Vos droits ont été intégralement versés » avec une date précise. Donc, le relais, pour nous, va démarrer le lendemain de la fin de l'indemnisation au titre de l'allocation chômage. Donc, voilà, donc, sur le dossier, nous changerons donc la date du relais. Et pour calculer donc, le nombre d'échéances, on demandera à l'organisme de formation de nous indiquer les heures qu'il reste à réaliser, donc à partir de la date du relais jusqu'à la fin de formation, donc que ce soit en centre, en entreprise et éventuellement à distance. Donc on reprendra ces heures-là. Donc le logiciel calculera le nombre d'échéances en divisant par 151h67. Voilà. Et effectivement, parallèlement, la sécurité sociale sera assurée par la région Bretagne sur ces heures de relais. Okay, très bien. Sur cette partie-là aussi, il y avait une question sur est-ce qu'on peut être amené au niveau de la région à réclamer un remboursement aux stagiaires d'une aide financière trop versée? Alors, Sandrine, tu veux répondre? Alors, on allait y revenir ensuite, mais oui, on peut demander le remboursement d'une aide financière si c'est un trop perçu. Par exemple, un cumul avec de l'allocation chômage.
Ou alors, et ce qui peut arriver fréquemment, c'est le stagiaire est sorti de manière anticipée et nous n'avons pas l'information. Et notamment sur des prépas à venir, mais comme sur les autres dispositifs, mais ça arrive fréquemment sur les prépas à venir où nous préparons le mandatement, on va dire à partir du 27-28 du mois. On lance le versement le 2 du mois et on nous prévient par exemple le 10 ou le 15 du mois d'après que le stagiaire est sorti prématurément. D'où l'importance de nous prévenir par mail très rapidement. J'ai cru voir des questions passées concernant les comptes des organismes de formation. Certains centres de formation demandent si seul l'administrateur peut visualiser le nom des dossiers, enfin des personnes qui ont déposé des demandes de titre de l'aide financière. Audrey, est-ce que tu veux répondre ? Alors effectivement, puisque j'ai répondu dans le fil de discussion, effectivement, pour le moment, il n'y a que l'administrateur du tiers organisme de formation qui voit toutes les demandes qui sont transmises et qui peut consulter, en tout cas qui peut avoir accès à la liste des dossiers. Donc il n'y a pas possibilité aujourd'hui techniquement de faire en sorte que tous les comptes associés à un organisme de formation puissent accéder à ces données-là. Donc, pour opérer l'administrateur du compte, en fait, c'est celui, quand vous allez sur PDA, sur votre tiers, il y a marqué administrateur. Donc, c'est une limite, mais aujourd'hui, il n'y a que cette possibilité-là qui est offerte par l'outil. J'ai aussi pas mal de questions concernant l'avis d'imposition. Donc, effectivement, l'avis d'imposition, c'est l'avis d'imposition complet au niveau de toutes les pages de l'avis d'imposition. Donc, pour pouvoir instruire correctement un dossier, puisque non seulement donc, nous voyons donc, le revenu imposable, mais également le nombre de parts, et c'est important, voilà, donc le nombre de parts aussi qui figure souvent sur la deuxième page. Voilà, donc ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'avis d'imposition ? Il y avait une question sur des stagiaires qui ne sont pas en capacité de fournir des avis d'imposition parce qu'ils n'ont pas, enfin en tout cas, ils n'ont pas fait de déclaration d'impôt depuis plusieurs années, notamment des SDF. Ah voilà, donc effectivement, l'avis d'imposition, c'est le document qui nous permet donc d'attribuer donc un barème majoré. Donc nous prenons donc le dernier avis d'imposition connu avant l'entrée en formation. Ça peut être l'année N-1 ou N-2 au maximum. Pour les personnes qui n'en ont pas malheureusement, donc ce sera le socle, sauf pour les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, en rupture familiale, donc les jeunes de moins de 26 ans, à condition qu'il y ait une note faite par un travailleur social. Pour les autres, effectivement, il faut savoir que déclarer ses impôts, c'est quand même une obligation qui doit être de déclarer ses impôts, même si on n'a aucun revenu, de déclarer au niveau des impôts ses revenus. Donc, on ne peut pas faire autrement, donc ce sera le socle. Ok, il y a une question aussi sur... qui concerne les prépas projets, est-il demandé un nombre d'heures minimum pour le premier versement ? Alors, déjà, au niveau donc, du minimum, il faut savoir que sur notre règlement d'intervention, on indique bien que pour pouvoir bénéficier de mois un versement au titre de l'aide financière, un minimum de 70 heures de réalisation de formation est nécessaire. Voilà. Concernant l'instruction, nous instruisons les dossiers donc, et nous versons directement, une fois que l'instruction est faite, le premier versement de l'aide financière. Nous sommes donc, si une personne était amenée à sortir alors qu'elle n'avait pas fait ce minimum de 70 heures, un trop perçu peut être réclamé donc, à l'attention du stagiaire. Ok. Il y a une question sur les arrêts de formation qui peuvent être enseignés sur parcours et l'articulation avec l'aide financière. Et j'aurais bien fait le lien avec la question de tout à l'heure qui portait sur les accidents du travail et tout ce qui concerne les arrêts. Est-ce qu'on peut faire un petit bien là-dessus ? Alors déjà, je suis pour la partie technique, si tu permets, Joël. Oui, bien sûr. En fait, le lien entre parcours et PDA, il se fait qu'une fois. Donc, pour initier la demande, il n'y a pas de lien aujourd'hui qui permettrait de, quand vous saisissez une sortie dans parcours,
d'envoyer l'information et qu'elle soit traitée dans PDA. Donc, il y a bien 2 démarches à faire, la démarche dans le parcours et informer quand même le pôle aide financière de la sortie anticipée du stagiaire. Voilà, sinon donc, concernant le versement de l'aide financière, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'aide financière donc, est une aide au projet maintenant. Donc, elle n'est pas, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'heures réalisées et le versement de l'aide financière. Donc, voilà, pour une personne qui a quelques jours d'arrêt, donc d'arrêt maladie, donc il n'y a pas de diminution du nombre de versements de l'aide financière. Par contre, effectivement, si une personne a un arrêt plus conséquent et que son projet donc ne va pas être réalisé, là par contre, il est demandé donc de mettre fin à l'aide financière. Donc vous devez nous avertir que le projet ne peut pas être mené à son terme et là vous demandez l'arrêt du versement. Voilà, mais pour tous les petits arrêts donc perlés, il n'y a pas de diminution de l'aide financière. C'est vous, organisme de formation, qui devez nous indiquer si vous ne souhaitez pas le versement de l'aide financière en cas justement d'absentéisme non justifié, mais pas en cas de petits arrêts. Voilà. Dans la même veine, Joël, il y a une question sur les fermetures de centres de l'été. Si elles sont supérieures à 15 jours, est-ce que l'aide financière est maintenue pendant cette fermeture? Alors, l'aide financière, le nombre d'échéances déjà est calculé dès le départ au vu du nombre d'heures de la formation. Donc, heures en centre, en entreprise et voire à distance. Donc, je pense que là, les fermetures de centre sont déjà incluses dans ces heures que vous nous indiquez, donc, puisqu'elles ne sont pas comptées en heures de formation. Donc, il n'y a pas de suspension donc, du versement de l'aide financière. Et pour terminer donc, sur le nombre d'échéances, il faut savoir que le nombre d'échéances est donc arrondi à l'unité supérieure. C'est-à-dire que si lors du calcul, il est indiqué, par exemple, j'ai 300 heures et je divise par 151,67 heures, si c'est 300 divisé par, je vais prendre ma calculatrice, divisé par 158,67. Là, j'ai trouvé 1,97. Ça va être 2 échéances. Si j'avais trouvé 1,2, c'était aussi arrondi à 2 échéances. Voilà, donc, voilà, donc le nombre de versements, même s'il y a donc des arrêts parce qu'il y a une fermeture de centre, là, par exemple, à Noël, il y aura sans doute une fermeture de centre de 15 jours. Le versement de l'aide financière sera également assuré. Il y avait une question tout à l'heure qui évoquait donc, les dispositifs qui sont hors parcours. Donc, en gros, on va dire que c'est l'aide individuelle, le qualif emploi individuel, l'accompagnement à la qualif. La personne demande si la saisie se fait toujours sur Stuman. Alors, aujourd'hui, la saisie sur Stuman, jusqu'à aujourd'hui, elle ne concerne que le volet couverture sociale des dossiers pour les personnes qui sont entrées en formation avant le 1er septembre 2020. Alors ça, aujourd'hui, c'est un autre sujet parce que si on commence à ouvrir la boîte de la couverture sociale, ça va nous emmener un peu trop loin pour notre sujet. Par contre, on répondra à vos questions et vraisemblablement, on a dans l'idée de proposer plutôt en début d'année prochaine un autre webinaire de ce type sur la thématique de la couverture sociale. Donc, pour les hors-parcours, la gestion se fait, la gestion du dispositif se fait dans l'extranet de gestion et l'aide financière dans Portail des aides. Et si c'est une formation qui a démarré en début d'année 2020, effectivement, il y aura toujours le suivi de la couverture sociale dans Stuman. Mais aujourd'hui, Stuman ne concerne que cette couverture sociale. On amènera des précisions par rapport à ces demandes. Je rebondis encore, il y avait des questions tout à l'heure sur les avis d'imposition pour les personnes de la Polynésie dans le territoire sur lequel il n'y a pas d'avis d'imposition. Je crois que c'est un cas qu'on a rencontré, Joël, effectivement. Oui, voilà, donc effectivement, donc les personnes donc, originaires de Polynésie n'ont pas d'avis de non-imposition. Je pense, sauf erreur de ma part, je ne suis pas encore très douée sur le sujet, je crois qu'elles peuvent avoir un avis d'imposition, mais elles n'ont pas d'avis de non-imposition. Par contre, pour ces personnes-là, alors déjà, il faudrait qu'on puisse savoir qu'elles relèvent bien
des impôts de Polynésie française, donc nous indiquer, je pense qu'elles peuvent avoir une attestation qui indique qu'elles relèvent de ce dispositif-là, d'une part. Voilà. Et d'autre part, il faut aussi, pour qu'on puisse calculer la tranche, qu'on connaisse les revenus de la personne. Donc il faut qu'elle puisse justifier de ses revenus, enfin perçus, l'année considérée. Alors peut-être son dernier avis de paiement ou un document qui nous dise bien, enfin qui puisse nous prouver donc, le montant perçu. Effectivement, on sait qu'il n'y a pas d'avis de non-imposition. Est-ce que ça répond, j'espère, à la question? Alors, par contre, pour les ressortissants européens, effectivement, ils peuvent, je pense, adresser un avis d'imposition, à moins que ce ne soit, je ne sais plus, j'ai un doute. Est-ce que c'est indiqué sur notre règlement d'intervention pour l'avis d'imposition? Je crois que c'est l'avis d'imposition en France. J'ai un doute. Délivré sur le territoire français. Oui. Voilà, c'était indiqué sur notre règlement d'intervention. J'ai vu aussi des questions passer donc, sur les choix d'options. Pour les travailleurs handicapés, est-ce qu'ils peuvent choisir entre l'allocation chômage et l'aide financière? Est-ce que tu veux répondre, Sandrine? Pardon, j'étais en train de regarder le chat, excuse-moi Joël. Le choix d'option pour une personne. Le choix d'option, ah oui, j'ai répondu à la personne. Les stagiaires ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'ont plus de choix d'option. C'est une aide au projet, donc ce n'est pas une rémunération. Donc non, il n'y a plus de choix d'option. Voilà, seul le choix d'option, c'est entre l'ASS et l'ARFF, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Par contre, concernant les personnes qui bénéficient de l'AH, j'ai revu une question passée. Donc, les personnes qui bénéficient de l'AH peuvent solliciter de l'aide financière pendant toute leur formation. Concernant le cumul ou le différentiel possible, il faut voir auprès de la CAF. Ok. Est-ce que là, on a fait... Alors, il y a beaucoup de questions. J'avais vu passer tout à l'heure une remarque sur une personne qui consultait le site de la région, qui consultait une fiche qualif emploi individuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de la région, effectivement, il y a une fiche qualif emploi qui peut se décliner ensuite entre collectif et individuel. Et ensuite, toutes les informations sur l'aide financière, en fait, elles sont communes au dispositif. Et il y a une fiche spécifique aide financière qui a été créée dans laquelle vous retrouvez toutes les informations. J'espère avoir répondu à la question, parce que comme je ne suis pas allée là sur le site, je ne vois pas ce que la personne a sous les yeux. Voilà. Mais en tout cas, l'aide financière, elle est bien la même, c'est bien le même règlement et le même fonctionnement, quel que soit le dispositif. Voilà. Est-ce que... Il y a une question sur devons-nous attendre le refus ARE ou ASS avant de saisir le dossier sur parcours? Alors ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Audrey, du coup, sur la saisie sur parcours, puisque maintenant, il y a l'interfaçage avec les différents outils. D'accord. Il y a encore une question où on nous demande de réexpliquer la procédure pour les jeunes de moins de 26 ans qui sont en rupture familiale. Alors, concernant la rupture familiale, il nous faudra un document d'un travailleur social qui nous précise la situation de rupture familiale, et dans ces cas-là, nous pourrons revoir le dossier. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'autre partie sur les outils, la présentation des outils, ce qui ne vous empêche pas de continuer à poser des questions. Et voilà. Et donc là, on va passer la parole à Audrey, qui va vous présenter maintenant les outils et comment ça marche.
Alors, donc là, on va passer plutôt à la partie technique, donc qui va concerner essentiellement l'interfaçage entre parcours et PDA. Donc, en fait, par rapport à la gestion de l'aide financière, donc qui est, une bourse au projet pour un projet de formation. Donc aujourd'hui, les projets de formation sont gérés dans plusieurs outils, donc soit Progos, notamment pour les aides individuelles à la formation, soit dans Parcours. En tout cas les parcours des stagiaires pour tout ce qui est action collective et les subventions. Et donc, on a de l'autre côté le portail des aides qui va servir à, en tout cas, le dépôt et l'instruction des demandes d'aide financière. Donc, aujourd'hui, il n'y a que Parcours qui discute avec PDA. Donc, ces deux outils, on a choisi de les faire communiquer pour pouvoir faciliter les démarches, donc les démarches des centres, mais aussi les démarches des usagers. Donc là, la présentation qui suit va concerner exclusivement ce lien entre Parcours et portail des aides. Alors, pourquoi on a choisi de faire un lien entre Parcours et Portail des aides? Parce que, au final, les stagiaires, ils renseignaient finalement un certain nombre d'éléments qui étaient déjà saisis par les gestionnaires dans les centres de formation, notamment le numéro de marché, l'intitulé de la formation, les durées de parcours, etc. Donc, en fait, on a voulu aussi faciliter par cet interfaçage, en tout cas, le transfert d'informations qui étaient déjà saisies sur le parcours du stagiaire et aussi sur son identité. Donc, pour faciliter les saisies et aussi simplifier tout ce qui est suivi administratif, en tout cas pour nous et aussi pour les stagiaires. Alors là, donc c'est un schéma qui reprend l'intégralité finalement, puisque là, on se concentre sur Parcours et PDA. Pourtant, Parcours et Portail des aides ne sont pas tout seuls dans en tout cas dans notre architecture, notre système d'information. Donc là, j'ai repris l'intégralité de la chaîne des infos. En partant du début, c'est-à-dire la saisie de votre offre de formation sur le site du greffe, avec donc la saisie de vos sessions régulièrement. Ensuite, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer cette session sur Parcours, avec le numéro qu'il y a sur le site du greffe, en reportant bien ce numéro. C'est ce numéro qui va permettre de faire le lien avec le système d'information de Pôle emploi pour les stagiaires qui sont concernés. Donc, une fois que vous avez créé votre session sur Parcours, donc là, j'insiste pour le fait de le faire de façon anticipée, pas au dernier moment, parce que sinon, en tout cas pour le lien avec Pôle emploi, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, on récupère à partir de ce numéro de session toutes les attestations d'entrée en stage qui correspondent aux stagiaires qui sont dans ces sessions. Et ensuite, c'est intégré en brouillon dans Parcours. Donc, à partir de ce moment-là, vous revenez dans Parcours, vous constatez qu'il y a une liste de stagiaires en brouillon que vous venez compléter. Les stagiaires qui n'y sont pas, donc si on n'est pas sur un problème technique, au bout de 5 jours, vous êtes censé les ressaisir, puisque pour en tout cas faciliter la chaîne d'infos. Donc, une fois que vous validez votre stagiaire dans Parcours, s'il est éligible, en tout cas s'il répond aux conditions, on les verra plus tard, en fait, il y a automatiquement des infos qui sont transférées au portail des aides pour créer un compte et aussi envoyer ce fameux lien mail de notification qui est envoyé aux stagiaires. Alors ça, c'est quasi immédiat. Ça prend moins d'1 minute. Donc, un stagiaire qui ne reçoit pas, quand vous avez validé quand vous l'avez validé dans Parcours, immédiatement son mail sur sa boîte mail, c'est qu'il y a un souci. Donc, on verra, il y a des diapos spécifiques là-dessus. Donc, une fois qu'il a reçu ce mail sur sa boîte, il peut aller finaliser le dépôt de son aide. Donc, en fait, là, c'est ce qui se passe uniquement dans notre système, en fait. Donc, on est bien sur l'initialisation de la demande une fois que vous avez validé votre stagiaire sur Parcours. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, d'abord, en fait, PDA va chercher s'il connaît déjà ce stagiaire-là, en fait, s'il a déjà un compte dans PDA. Et ensuite, s'il a déjà un compte, les infos que vous transmettez vont immédiatement initialiser une demande d'aide financière. S'il n'a pas de compte, on va lui créer un compte et ensuite, il y aura la création de cette demande d'aide préinitialisée. Alors, là, ce sont les conditions qui font qu'un stagiaire qui est validé dans Parcours va être transmis à PDA.
On ne va pas tout envoyer. On va vérifier que le stagiaire n'a pas déjà été transmis. On ne va pas retransmettre ce qui a déjà été transmis. Il faut que le stagiaire soit validé. Un stagiaire qui est au statut brouillon, il ne se passera rien. Il faut vraiment qu'il soit au statut en cours. Le stagiaire n'est pas sorti. Si par exemple vous faites des saisies tardives et que en fait vous saisissez finalement tout une fois que le stagiaire est sorti, a fini son parcours, ça ne va pas pouvoir être envoyé à PDA. Le stagiaire, il doit aussi être sur une action que nous, on a fléchée comme étant éligible à l'aide financière. Et il doit respecter ces conditions. Donc, en fait, il faut qu'il soit inscrit à Pôle emploi, une de ces conditions, inscrit à Pôle emploi et non rémunéré par Pôle emploi. Il a moins de 26 ans et il n'est pas inscrit à Pôle emploi. Ou alors, il est inscrit à Pôle emploi et il n'est plus rémunéré par Pôle emploi. Donc, en fait, il faut que le stagiaire, il remplisse une de ces 3 conditions pour pouvoir être transféré au portail des aides. Alors, en fait, là, c'est une capture d'écran. Alors, j'aurais voulu vous présenter ce qui se passe dans le parcours, mais on a des petits soucis techniques, donc je ne vais pas pouvoir vous le présenter là ce matin. Donc, en fait, quand tout s'est bien passé, quand vous allez sur la fiche de votre stagiaire dans Parcours, dans l'onglet Indemnisation, vous voyez, là, il y a un petit carré qui est exclusivement destiné à la transmission vers le portail des aides. Vous voyez que c'est transmis. Quand c'est transmis, c'est que ça, en tout cas, c'est parti. Et que ça s'est bien passé dans la plupart du temps. Moi, je vais vous montrer là, par contre, ce qui se passe côté stagiaire. Je ne peux pas vous montrer ce qui se passe dans le parcours, mais je peux vous montrer ce qui se passe pour l'usager. Hop là, petite. Donc là, en fait, on est sur l'espace usager d'un stagiaire. Donc, certains d'entre vous connaissent cet espace, d'autres pas du tout. Donc, en fait, quand le stagiaire se connecte à son espace personnel sur le portail des aides, il a accès à ça. Donc, il voit mes services, il voit ses demandes d'aide. Donc là, il peut déposer une demande d'aide. Donc là, il va déposer une nouvelle demande. Là, je vais connecter depuis trop longtemps. Donc là, il peut déposer une nouvelle demande. Donc, voilà, il faut qu'il sélectionne. Mais sinon, en fait, le gros des stagiaires, ils vont aller dans suivre mes demandes d'aide. Parce que quand la demande est transférée, finalement, comme elle a été déjà commencée, il ne va pas aller dans déposer une demande d'aide puisqu'il y en a déjà une qui est commencée. Donc, il faut bien aller dans suivre mes demandes d'aide où là, il va avoir accès à ces demandes en cours, à toutes ces demandes en fait, qu'elles soient en cours de création, comme c'est le cas sur la première, qu'elles soient voté, c'est-à-dire qu'il est bénéficiaire d'une aide financière en ce moment, ou alors il va aussi normalement avoir accès à ces demandes qui sont clôturées parce en tout cas, on est arrivé à la fin de l'échéancier. Donc en fait, quand il reçoit ce mail d'initialisation qui lui dit on a créé un compte pour vous et vous pouvez aller modifier votre mot de passe et ensuite finaliser votre demande d'aide. Donc quand il clique sur suivre mes demandes, en fait, la demande, elle apparaît comme ça, en cours de création. Donc, il va aller dans accéder. Et donc là, on va lui demander de valider un certain nombre d'écrans. Donc voilà, ça c'est son tiers. Donc, il vérifie que les données sont cohérentes. Donc là, enfin, c'est pas, en fait, là, tout est renseigné normalement. Et ainsi de suite. Et en fait, lui, il va juste compléter ce qui n'est pas renseigné. Donc, l'objectif de l'interfaçage avec Parcours, c'est qu'il n'est pas à saisir son numéro d'action, il n'est pas à saisir le libellé d'action, ni le dispositif. Tout ça, c'est déjà pré-renseigné. Il n'a plus qu'à aller, finalement, sur les infos qu'on n'a pas dans Parcours, c'est-à-dire sa situation fiscale et toutes les pièces. Alors, quand il est attributaire d'une aide, donc il peut aussi consulter, comme on vous le disait précédemment, les informations de sa demande. Donc il peut suivre sa demande d'aide. Donc en fait, quand il va sur suivre sa demande d'aide et sur la première icône, il a accès
a un premier onglet qui est la synthèse, qui lui dit sa décision. Donc, décision favorable, il a un montant total de 3 010 € et il reste là 2 580 € à verser. Et en fait, quand il va sur la partie demande, là, il va accéder à tout le détail et aussi toutes les pièces qu'il a déposées et aussi son échéancier de paiement qui est tout en bas. Donc, je suis désolée, mais en fait, il est tout en bas. Donc, un stagiaire qui veut accéder à son échéancier, il va dans Suivre sa demande d'aide, dans l'onglet qui est tout en haut, qui est Demande, et tout en bas, il a accès à son échéancier. Il peut aussi suivre le statut, en fait. Là, il y a ses pièces complémentaires. Là, en fait, il y a aussi, parce qu'on lui a demandé un complément d'information. Donc, en fait, il a accès à tout le suivi de sa demande via son espace personnel. Le stagiaire peut aussi, via son espace personnel, faire des modifications sur son compte. C'est-à-dire qu'il va pouvoir modifier son adresse mail. Si son adresse mail a changé, il peut le faire directement à partir de son espace personnel. Il peut modifier son mot de passe à partir de cet espace personnel. Donc, en fait, il y a une question, je vais répondre tout de suite, la différence entre portail des aides et défi. Alors, le portail des aides nous sert à gérer l'aide financière aux stagiaires et défi, qui est un outil de l'agence de services et de paiement, sert à gérer les couvertures sociales. Donc, on est finalement sur deux parties d'un outil qui va servir à gérer le paiement, en tout cas de quelque chose qui s'apparente à la rémunération du stagiaire. Donc ça, c'était sur l'espace personnel du stagiaire. Et on va reprendre la démonstration. Là, en tout cas, le diapo. Alors, moi, je voulais insister aussi sur les bonnes pratiques. Donc, autant que faire se peut, essayer de saisir les entrées dans le parcours au fur et à mesure. Donc, pas attendre trop longtemps parce que ça fait que, surtout à partir du 1er janvier, quand les collègues vont refuser les demandes qui ne seront pas, en tout cas, initialisées de parcours, hein, enfin, pour ce qui vient de parcours. Hein. Donc là, ça va être important que vous saisissiez dans les temps. Veillez à saisir un seul prénom. Donc, dans Parcours, on demande un prénom, on ne demande pas tout l'état civil du stagiaire. Donc, si vous saisissez tous les prénoms, essayez de ne pas mettre de virgule, enfin, c'est même pas essayer, ne pas mettre de virgule, parce qu'après, ça bloque pour la création du compte du stagiaire. Une adresse mail qui doit être utilisée régulièrement par le stagiaire. Donc, il n'est pas nécessaire, par contre, qu'il en crée une spécifiquement pour l'aide financière. Il peut utiliser son adresse quotidienne, traditionnelle. Si le stagiaire a déjà un compte dans PDA, et donc en gros qu'il a déjà bénéficié d'une aide financière, il faut fournir l'adresse qu'il y avait sur ce compte, si elle est toujours valide. Si elle est plus valide, le stagiaire doit faire le nécessaire pour modifier son adresse mail sur son compte PDA. Alors, des questions assez fréquentes. Donc, la demande a été bien transmise, c'est-à-dire que vous voyez ça, en fait. Vous voyez que c'est transmis. Par contre, le stagiaire vous dit, moi, je n'ai pas reçu le mail de notification. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller voir dans les spams, dans les courriers indésirables, puisque il arrive quelquefois que ça passe par ce biais-là. Donc, comme je vous disais, c'est quasi immédiat. Donc, ça prend une vingtaine de secondes, en fait. Le fait entre la validation du stagiaire sur Parcours et la réception du mail. Donc là, il faut aller voir dans les spams. Dans la majorité des cas, le mail qu'il ne voit pas est là-dedans. S'il vous dit, moi, j'ai regardé dans mes courriers indésirables, je ne vois rien. Essayez d'aller voir quelques jours plus tard. On a observé qu'il y avait des temps de latence, en tout cas pour certains fournisseurs de messagerie. Alors, c'est le cas avec laposte.net. On a vraiment des gros soucis, en tout cas de mails, enfin de délai de réception des mails. Alors, ce n'est pas très bien ce que je vais dire, mais si le stagiaire pouvait éviter d'utiliser ce type de messagerie pour être sûr en tout cas de recevoir son mail. On a observé des délais de réception qui sont supérieurs à une dizaine de jours par moment. Donc, en moyenne, on est sur 3-4 jours, mais ça peut être plus long. Et si vraiment, malgré toutes ces vérifications,
il s'avère que le stagiaire n'a vraiment pas reçu ce mail. Donc là, il faut vérifier que l'adresse mail qui est saisie dans Parcours ne comporte pas d'erreur. Donc ça peut arriver, hein, je sais bien quand vous tapez certaines adresses mail qui ne sont pas très très évidentes non plus à ressaisir, que vous fassiez des erreurs. Hein, il n'y a pas là-dessus, ça nous arrive à tous. Donc effectivement, en fait, faut bien comprendre que le fait de saisir une adresse mail, par exemple, si vous tapez jean.dupont@otamil.com, le système, vu que vous respectez le schéma d'une adresse mail, c'est-à-dire avec un arrobase et un nom de domaine en .com, .fr, etc., pour lui, il n'y a pas d'erreur. Il ne va pas aller vérifier si l'adresse mail que vous avez saisie correspond vraiment à une boîte. Il vérifie juste que le format de saisie correspond à une adresse mail. Ce qui fait que c'est part dans la nature et le stagiaire n'a pas forcément, il n'a pas moyen de récupérer son adresse mail. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs de saisie. Par exemple, vous pouvez très bien inverser l'adresse mail d'un stagiaire avec celle d'un autre. Donc là, pour le coup, c'est un autre stagiaire qui reçoit les infos d'un autre. Donc là, dans ce cas-là, alors on va vous demander de vraiment informer d'abord le pôle aide financière avant de faire des modifications. Parce qu'il arrive très souvent que vous fassiez la modification dans la foulée, sauf que nous, quand on arrive quand vous nous informez de ça, pour essayer de trouver finalement qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, ça devient très très compliqué et ça fait des délais assez longs pour la résolution, en tout cas du problème du stagiaire. Donc, en tout cas, quand vous faites ne faites pas de changement sans qu'on vous ait donné le feu vert en fait. Nous informer d'abord et ensuite vous faites des changements si on vous le demande. Le stagiaire a été validé. Vous avez appuyé sur valider. Par contre, vous voyez toujours que le statut de la transmission reste en cours. Alors, ça peut arriver. C'est souvent des problèmes de rafraîchissement de page. Si vous rafraîchissez la page, normalement, le statut de transmission devrait changer. Si par contre, ça ne change pas, là encore, vous nous informez de la problématique et nous, on va le gérer. Alors, le fait que ça reste en cours, ça ne veut pas dire que ce n'est pas transmis. C'est juste un souci de mise à jour des infos. Et le cas alors ils ne sont pas très fréquents, mais où vous avez validé le stagiaire et où vous voyez qu'il y a un échec transmission. Donc là, nous, on assure une supervision quotidienne de ces échecs transmission pour pouvoir résoudre ça au plus vite et transmettre à PDA les infos aux stagiaires. Donc là, on vous demande de consulter les jours suivants pour voir si le statut y change. Et ensuite, de toute façon, on vous demande de ne pas demander aux stagiaires de faire un dépôt manuel sur le portail des aides. Nous, on fait le nécessaire pour traiter ces échecs le plus rapidement possible. Alors juste, moi, j'ai voulu reprendre les principaux. Je vais aller très vite puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je vais vous laisser quand même quelques moments pour poser des questions. Donc, le gros des erreurs, c'est l'adresse mail qui est fournie par elle concerne les adresses mail. Donc, l'adresse mail de Parcours ne correspond pas à celle du compte qui existe déjà dans PDA. Ou alors, c'est des soucis d'état civil, c'est-à-dire que le stagiaire a déjà créé son compte sur PDA et par contre, il a mis, par exemple, son nom d'usage ou son nom de naissance nom d'usage. Et dans Parcours, nous, on va comparer le nom de naissance avec le nom de PDA. Donc, forcément, ça ne colle pas. Les dates de naissance aussi sont regardées. Si vous faites une erreur de saisie de la date de naissance ou le stagiaire fait une erreur de saisie quand il crée son compte, ça ne passe pas non plus. Alors, le principe, c'est vraiment, vous ne faites pas de modification dans Parcours sans avertir la région, sans nous en informer, sans notre accord. Parce que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué de faire les modifications nécessaires, ou en tout cas les actions nécessaires, si on ne sait pas ce que vous avez fait derrière ou si on ne sait pas que vous avez déjà fait la modification. Juste vous présenter peut-être la nouvelle offre de service, en tout cas avec notre système d'information qui évolue. Nous, on veut aussi vous accompagner. Donc, depuis septembre, on a une nouvelle organisation pour l'accueil téléphonique avec des numéros génériques. Donc, on vous demande d'utiliser ces numéros génériques. On va aussi proposer des formations de prise en main. Alors, formation de prise en main sur tous les outils, sur Parcours essentiellement, mais aussi sur PDA s'il y a besoin. On peut aussi faire des accompagnements au démarrage de session.
Si vous souhaitez qu'avant le démarrage d'une session, pour traiter notamment la question de l'aide financière, on soit là pour vous accompagner, vous et vos stagiaires, il n'y a pas de souci. Et on assure aussi une assistance au cas par cas pour régler des soucis liés notamment au problème de transmission. Juste là, le rappel des contacts, mais du coup, ils seront sur le diaporama qu'on va vous transmettre. Juste peut-être pour compléter, Audrey, sur effectivement la question de l'accueil téléphonique, les numéros génériques, donc qui sont précisés là sur les contacts, ils concernent effectivement les aides individuelles à la formation, l'aide financière, et puis on en a un aussi sur la bourse sanitaire et sociale. Ces numéros génériques existaient déjà auparavant. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de gérer les appels téléphoniques, hein, comme alors on n'est pas une plateforme, mais on a ce même type d'outil, ce qui nous permet de suivre les appels, de pouvoir, si par exemple trop d'appels arrivent en même temps, que les personnes puissent demander à être rappelées. Enfin voilà, on a un service qui est de meilleure qualité, il y a des messages d'accueil, et c'est vrai que même vous, si vous voulez joindre quelqu'un, finalement, c'est mieux quand ça passe par ces numéros-là, parce que vous êtes sûr de trouver quelqu'un au bout du fil. Alors, si vous souhaitez, par exemple, avoir un gestionnaire ou une gestionnaire particulier au téléphone, vous passez quand même par la plateforme, vous demandez si la personne est disponible et on vous répond. Mais vous êtes sûr d'avoir une réponse téléphonique. Donc, c'est pour vous, c'est aussi pour les stagiaires hein, qu'on a fait cette plateforme. Voilà, c'était juste cette précision que je voulais apporter. En revanche, pour les autres services, là, pour le SPAC, tout ce qui est programme qualif, emploi programme et les prépas, le SPAC, il vaut mieux utiliser l'adresse mail, ainsi que pour le service territorial emploi formation, pour les actions territoriales, ils ne sont pas encore rentrés dans cette organisation téléphonique. Voilà, alors moi je ne connais pas alors, les dates de formation, de prise en main de défis, alors, on a fait cet été, on avait fait des présentations à la fin de l'été. Par contre, si effectivement, là, vous souhaitez avoir quelque chose, je ne pense pas qu'on en refasse tout de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez reprendre contact avec, au niveau du service, peut-être avec Sandrine Bigot chez nous, et on pourra vous renvoyer les documents, éventuellement répondre à des questions. Alors, l'accompagnement à la qualif, oui, bien sûr, il y a une couverture sociale pour l'accompagnement à la qualif. En fait, pour toutes les formations de la région, tout stagiaire qui rentre sur un dispositif de la région, il doit y avoir, s'il n'a pas d'indemnisation au titre de Pôle emploi, au titre du chômage, il doit avoir une couverture sociale assurée par la région. Voilà. Il y avait une question, Audrey, sur le lien avec Pôle emploi et dans le circuit. Alors, même si ce n'est pas l'objet du jour, est-ce qu'on pourrait, parce que la question, c'est de la remarque, c'est de dire que Pôle emploi ne valide pas suffisamment rapidement les AIS et du coup le suivi. Donc, comment, est-ce que tu peux redire deux mots sur cette articulation effectivement avec les outils de Pôle emploi ? Alors effectivement, on est interfacé depuis fin juillet avec le système d'information de Pôle emploi, ce qui fait qu'à chaque fois que vous saisissez une AES côté Pôle emploi, alors que ce soit saisie via Kéros ou que ce soit une AIS papier, hein, ça fonctionne aussi. À chaque fois qu'il y a une AES qui est côté Pôle emploi fléchée sur en financement région, nous, on récupère ces informations et on les intègre dans Parcours. On n'intègre pas forcément toutes les informations. Les stagiaires déjà existants, on ne va pas pouvoir les récupérer parce que ça posera trop de soucis en tout cas de cohérence des données. Par contre, tous les nouveaux stagiaires peuvent être réintégrés à condition que l'AES soit effectivement au statut validé. Alors, avec l'ADR Pôle emploi, normalement, il y a toute une organisation pour justement faciliter, fluidifier, accélérer ces délais de validation.
Là-dessus, moi, je vous encourage en tout cas à recontacter Pôle emploi pour, en tout cas, selon les procédures qui ont été définies, nous informer aussi. Après, de toute façon, nous, on vous dit bien que si au bout de 5 jours, il n'y a rien qui bascule côté Pôle emploi, vous saisissez les stagiaires. Je sais bien que c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré, mais en tout cas, on se garde quand même la possibilité, les stagiaires que vous ne voyez pas dans la liste, de les saisir au bout de 5 jours. Donc, on se laisse quand même un délai de récupération possible, mais si vraiment, au bout de 5 jours, il n'y a rien qui est fait pour que ça puisse être récupéré, vous saisissez le stagiaire. Donc, je sais bien que c'est 5 jours en plus par rapport à d'autres stagiaires qui seront validés automatiquement, mais du coup, on veut aussi laisser la chance à ce système de fonctionner et ça demande quand même des efforts de tous. Il y avait des questions aussi sur le mail qui était renvoyé, donc le stagiaire qui aurait perdu ou supprimé le mail. Donc nous, on reçoit sur une boîte région une copie de tous ces mails. On peut vous les renvoyer on peut renvoyer le mail au stagiaire quand vous nous en faites la demande. Ça arrive assez régulièrement qu'on renvoie les mails en fait. Alors, il y avait aussi une question concernant donc, justement ces problématiques là, de délai, justement, puisque avec toutes ces interactions entre les différentes plateformes informatiques, si jamais il y avait des dossiers à traiter en urgence au titre de l'aide financière, ça reste comme avant. Pour tout ce qui est vraiment très urgent et motivé, vous pouvez nous envoyer un mail sur notre boîte générique pour demander donc, des traitements en urgence du dossier pour des personnes en grande difficulté financière. Après, il y a une dernière remarque sur effectivement, en fait, c'est vrai que l'AES, il y a vous, il y a Pôle emploi, mais il y a aussi le stagiaire. Donc, il y a aussi des fois où ça ne bascule pas parce que le stagiaire n'a pas fait aussi le nécessaire pour s'actualiser. Et donc, dans ces cas-là, ça ne peut pas fonctionner parce que le temps que Pôle emploi fasse toutes les régularisations pour le réinscrire, du coup, il suffit que ça se passe au moment où vous avez saisi l'AES pour que ça ne bascule pas. Donc après, là-dessus, en tout cas avec Pôle emploi, on fait des temps réguliers de travail pour améliorer en tout cas le système. Néanmoins, il faut savoir aussi qu'il y a certaines fois où ça ne bascule pas du fait du stagiaire également. Il y a quelques petites précisions. Alors, c'est un petit peu pas forcément dans le sujet du jour, mais effectivement, entre le lien entre parcours et puis, bon, on a pas mal de questions sur le chat sur la couverture sociale sur défi. Donc, effectivement, je redis, la couverture sociale, pour les stagiaires qui sont entrés depuis le 1er septembre, tout se passe sur défi. Donc, vous oubliez Stuman, voilà. Vous le gardez, enfin encore même pour les dossiers déjà démarrés, c'est nous qui nous en occupons. Et donc, vous oubliez Stuman et vous passez sur Défi, qui est bien l'outil de l'ASP. Ensuite, effectivement, mais ça, on y reviendra plus tard, mais quand vous saisissez les informations sur parcours et que le stagiaire a de l'aide financière, les données sont envoyées aussi à Défi pour constituer, on reproduit à peu près le même schéma, hein. On crée un pré-dossier, vous devez le compléter et ensuite on enverra les heures de formation. Mais ça, on en reparlera plus tard, mais c'est bien comme ça que le système fonctionne. Donc effectivement, la saisie des informations ou alors la validation des informations de parcours qui viennent de Pôle emploi, finalement, c'est hyper important à partir de parcours parce qu'on voit que c'est à partir de cet outil-là, ça permet d'envoyer des données à d'autres outils qui permettent de accorder une aide financière, traiter de la couverture sociale, ou finalement traiter des aides qui sont pour les stagiaires et qui permettent de sécuriser leur parcours. Il y a une question concernant les attestations de salaire en cas d'arrêt maladie que je vois. En fait, en cas d'arrêt maladie, alors soit l'arrêt maladie est court et l'aide financière est maintenue, donc il n'y a pas forcément besoin de demander auprès de la CPM une indemnité journalière en compensation, puisque l'indemnité journalière est faite pour compenser une perte de revenus.
par contre, s'il y avait donc un arrêt plus long, et donc du coup peut-être effectivement vous ne demandez pas le versement de l'aide financière, vous pouvez percevoir donc les indemnités journalières, l'attestation de salaire. Il suffit d'indiquer stagiaire de la formation professionnelle. Il n'y a pas de montant de salaire à indiquer parce que de mémoire, c'est un forfait qui est attribué pour ce type de population par la CPM, qui est de l'ordre de 3-4 euros par jour. Sachant en plus que pendant les arrêts maladie ou les courts arrêts maladie, il n'y aura pas d'incidence sur l'échéance de l'aide financière. Voilà. Donc à voir s'il y a besoin de faire une demande d'indemnité journalière en parallèle. C'est combien de jours un arrêt de maladie court? Alors, un arrêt de maladie court, c'est un arrêt de maladie qui ne met pas en péril le projet. Voilà, donc voilà, le projet continue. Donc, puisque l'aide financière, c'est une aide au projet, donc on peut continuer à verser l'aide financière. Un arrêt maladie qu'on va peut-être qualifier de long, c'est un arrêt maladie justement qui peut avoir une incidence sur le projet de formation. Donc là, auquel cas, effectivement, on peut considérer comme long parce que le projet donc, risque de ne pas aboutir. Il y a une question concernant, doit-on attendre les documents refus ARE, ASS, RFF pour instruire la demande et le relais, car ils seront demandés ou on peut activer avant de recevoir les documents Pôle emploi? Alors, pour le document au titre le rejet au titre de l'allocation chômage, il est impératif que nous l'ayons pour pouvoir instruire une demande au titre de l'aide financière, puisqu'on vérifiera qu'il n'y a pas de cumul. Effectivement, en cas de recalcul, donc là c'est différent, et là nous demandons donc recalcul donc au titre de la possibilité d'avoir de l'allocation chômage. Donc là, effectivement, nous ferons un trop perçu puisque l'allocation chômage doit être d'abord sollicitée. Voilà. Concernant l'ASS et la RFF, il suffit que vos stagiaires se rendent auprès de Pôle emploi et fassent part de leur choix d'option. Donc, ils peuvent avoir une attestation donc, indiquant qu'ils ont, que la SS, l'allocation de solidarité spécifique, ou la rémunération de fin de formation sont suspendues. Et ce document doit être inséré donc, dans la demande pour qu'on puisse traiter l'aide financière. Ok. Il y a beaucoup de questions là sur effectivement en rapport aux attestations de salaire à la CPAM. Alors ce que je vous propose, c'est parce que il est bientôt l'heure, hein, on va terminer la séance. On garde les questions de côté, on vous répondra. Hein, sachez que voilà, on a eu il n'y a pas très longtemps des échanges avec la CPAM. On est en train de caler des choses. On vous apportera des réponses précises. Et je vous propose qu'on y réponde sous une autre forme où on enverra un petit document s'il y a besoin, un petit écrit. On va arrêter la présentation du moment. Si vous avez de questions complémentaires, vous avez toutes les adresses mail. Vous pouvez nous envoyer des questions complémentaires que vous avez oublié de poser ou vous n'avez pas eu le temps de poser. Voilà. En tout cas, on vous mettra à disposition les éléments du support, les éléments du webinaire. On vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. Et je remercie aussi l'ensemble des collègues de la région. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.